Pendant des décennies, Frank Fritz a gagné sa vie en pénétrant dans les espaces oubliés des autres. Garages poussiéreux, granges effondrées, unités de stockage abandonnées depuis longtemps. Et en voyant de la valeur là où d'autres ne voyaient rien. Il a bâti sa réputation en découvrant des histoires cachées enfouies dans la rouille et le temps. Mais lorsqu'il est décédé le 30 septembre 2024, à l'âge de 60, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour la première fois, ce sont ses propres espaces qui ont été ouverts. Et ce qui attendait à l'intérieur a laissé même les collectionneurs les plus expérimentés stupéfaits jusqu'à ce qu'ils se taisent. Alors que les fans de tout le pays pleuraient, le visage familier qu'ils connaissaient, grâce à American Pickers, une histoire très différente se déroulait discrètement derrière des portes closes, à Davenport dans l'Iowa où il avait vécu, à Savannah dans l'Illinois où il tenait son magasin d'antiquités, et même à l'intérieur d'une salle d'audience scellée dans le comté de Scott dans l'Iowa où les procédures judiciaires ont commencé à éplucher les couches d'une vie qui avait toujours semblé ouverte, mais qui était bien plus privée que personne ne le pensait. Parce que ce qui a émergé de ces lieux n'était pas seulement une collection, c'était quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que personne n'avait pleinement anticipé. Frank Fritz n'est pas devenu collectionneur du jour au lendemain. À bien des égards, il l'était déjà bien avant de comprendre ce que collectionner voulait dire. Ayant grandi à Davenport, dans la région des Quad Cities, qui a également formé Mike Wolfe, il s'est trouvé attiré par des objets que d'autres négligeaient. Tous deux partageaient plus que la géographie. Ils partageaient une curiosité, une façon de voir la valeur des objets mis au rebut, et un lien qui s'est formé bien avant que les caméras de télévision ne les suivent. Leur partenariat n'a pas été construit pour un public. Il s'est construit sur des années de routes secondaires de petits matins et un instinct commun pour trouver quelque chose là où rien ne semblait exister. Avant de connaître la gloire, Fritz travaillait comme inspecteur de la sécurité incendie. C'était un travail qui exigeait de la précision, de l'attention aux détails et la capacité de remarquer ce qui n'était pas à sa place. Cet état d'esprit s'est transposé sans problème dans sa vie de cueilleur. Il a développé une capacité presque instinctive à examiner un objet et à déterminer son authenticité, son histoire et sa valeur. Il ne se contentait pas de collectionner des objets, il les comprenait. Il pouvait voir les légères incohérences, les signes subtils qui séparaient l'authentique de l'imitation. Parmi tout ce qu'il collectionnait, une passion se distinguait des autres, les motos. Non pas de manière occasionnelle, mais de manière obsessionnelle. C'était plus qu'un hobby, c'était une identité. Il l'a même exprimé dans son livre « How to Pick Vintage Motorcycles », un guide pour ceux qui voulaient suivre le même chemin, mais en se concentrant sur les moteurs plutôt que sur l'Amérique en général. Le livre n'était pas seulement instructif, il était profondément personnel. C'était sa manière de dire « Voilà qui je suis, voilà ce que je comprends mieux que tout le reste, voilà le sujet dont je pourrais parler à l'infini, tout en ayant l'impression que je n'ai fait que commencer. » Au sommet de sa carrière, sa collection personnelle comptait environ 40 motos. Mais parmi elles, une se distinguait, une Harley-Davidson de 1964, qu'il considérait comme sa première selle qui avait tout déclenché. Elle n'était pas exposée pour l'admiration, ni destinée à être vendue. Elle existait simplement dans ses dépendances à Davenport conservées pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Elle était mémoire, origine, identité, quelque chose que lui seul comprenait. Et les motos n'étaient qu'un début. Fritz collectionnait les enseignes anciennes, les jouets antiques, les bidons d'huile, les souvenirs publicitaires, la taxidermie, les artefacts de l'époque de la guerre de sécession, les objets américains du milieu du siècle et d'innombrables pièces industrielles et mécaniques que les fans l'avaient vu chasser au fil des ans. La ferme de l'Iowa qu'il a achetée pour 155 000 $ semblait ordinaire de l'extérieur. Une modeste maison de 660 pieds carrés avec 2 chambres et une salle de bain située tranquillement dans une rue qui ressemblait à toutes les autres des Quad Cities. Rien ne laissait présager ce qui se cachait derrière. Mais derrière cet extérieur ordinaire, quelque chose d'autre prenait forme. Il agrandit la propriété, achetant des terrains supplémentaires pour construire des dépendances, des structures qui accueilleraient finalement ce que les documents juridiques décriront plus tard seulement comme de nombreuses collections de valeurs. L'expression elle-même semblait sous-estimée, presque inadéquate, parce que la vérité était que l'homme qui avait passé sa vie à ouvrir les granges trop pleines des autres avait tranquillement construit la sienne. Et il l'avait fait lentement, délibérément, avec la même patience qu'il mettait dans chacune de ses recherches. Ensuite, tout a changé. Un matin de juillet en 2022, Frank Fritz est retrouvé seul sur le sol de sa ferme. L'attaque cérébrale est survenue sans prévenir, et lorsque les secours sont arrivés, les dégâts étaient déjà importants.
À 60 ans, sa vie a basculé en un instant. Le côté droit de son corps a été paralysé. Sa capacité à communiquer autrefois si naturelle et assurée a soudain été altérée d'une manière à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Il a été transféré dans un centre de réadaptation, mais la route qui s'ouvrait à lui ne ressemblait en rien à la vie qu'il menait jusqu'alors. Les visites à l'étable se sont arrêtées tout comme les transactions. La camionnette, autrefois symbole de mouvement constant, est restée immobile. Tout ce qui l'avait défini était soudain hors d'atteinte. Son ami Chris Davis a agi rapidement. En août 2022, il a déposé une demande de tutelle et de curatelle d'urgence dans le comté de Scott. Les termes utilisés dans la demande étaient durs et sans ambiguïté. Ils indiquaient clairement que Fritz ne pouvait plus prendre de décision pour sa propre sécurité ou ses besoins fondamentaux. Un médecin l'a confirmé, un juge a approuvé. La Midwest One Bank a été nommée conservateur de ses actifs financiers, tandis que Davis est devenu son tuteur personnel. Pour un homme qui avait passé plus d'une décennie à la télévision nationale à prendre en toute confiance des décisions instinctives sur la valeur, le changement était profond. Il n'était plus légalement autorisé à prendre ses décisions lui-même. L'indépendance qu'il avait définie était remplacée par quelque chose d'entièrement différent. La dépendance, la structure, la surveillance. Au même moment, une autre facette de sa vie apparaît plus clairement. Depuis plus de 30 ans, Fritz vit avec la maladie de Crohn. C'est une maladie qu'il a gérée discrètement, en la laissant rarement le définir publiquement. Il en parle de temps en temps, mais toujours avec un sens de l'euphémisme, comme s'il s'agissait d'une autre partie de la vie, plutôt que d'un défi constant et imprévisible. Mais avec une blessure au dos et une intervention chirurgicale pendant la pandémie, son corps apportait bien plus que ce que la plupart des gens pensaient. Au milieu de tout cela, quelque chose d'inattendu s'est produit sur le plan personnel. Avant l'attaque, Frank avait repris contact avec Mike Wolfe après des années de distance, une séparation qui avait été largement discutée mais rarement comprise. Lorsqu'ils se sont retrouvés, ce n'était pas pour les caméras, c'était privé, émotionnel, réel. Ils ont parlé de tout, de la route des souvenirs de l'histoire commune qui avait façonné leurs vies respectives. Et lorsque l'attaque est survenue, Wolfe n'est pas resté à l'écart. Il s'est présenté. 2 ans plus tard, lorsque Frank Fritz a rendu son dernier souffle dans un centre de soins palliatifs de l'Iowa, Mike Wolfe était là, lui tenant la main. À ce moment-là, tout le reste, les affaires, la célébrité, la distance, s'est évanoui. Ce qui est resté, c'est quelque chose de plus simple, de plus profond. L'amitié, l'histoire, la clôture. Mais alors que la procédure judiciaire a commencé et que la Midwest One Bank a pris en charge la gestion de sa succession, une nouvelle question est apparue: qu'est-ce que Frank Fritz avait laissé derrière lui? Non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Qu'y avait-il réellement à l'intérieur de ces bâtiments qu'il avait remplis pendant toute une vie? Ce qu'ils ont trouvé n'était pas simple, ce n'était pas organisé, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un cueilleur professionnel. C'était vaste, stratifié et en grande partie non documenté. Il possédait la ferme dans l'Iowa, le magasin d'antiquités à Savannah, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur des deux. Les premiers dossiers de curatelle décrivaient cela avec soin, presque avec prudence. Il reconnaissait qu'il était un collectionneur bien connu avec de nombreuses dépendances remplies d'objets de valeur, mais admettait également qu'aucun de ces objets n'avait été entièrement inventorié. Ce simple détail en disait long. Les bâtiments étaient pleins, complètement pleins, et personne, pas même ceux qui étaient désormais chargés de gérer son patrimoine, ne savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Le plan, du moins au départ, était de ne pas trop le perturber. Hormis le déplacement de certains objets pour approvisionner son magasin d'antiquités, l'intention était de tout laisser en grande partie tel quel. Préserver intact, presque figé dans le temps. Car pour un homme qui a passé sa vie à découvrir l'histoire cachée des autres, ce qu'il a laissé derrière lui est devenu un dernier mystère, le sien, que personne n'avait entièrement exploré, et qui même en son absence a continué à se déployer. Un inventaire du type de celui dont un tribunal d'homologation aurait éventuellement besoin exigeait que quelqu'un passe en revue chaque bâtiment de la propriété photographie et documente chaque objet, attribue une valeur à chacun d'eux et soumette l'ensemble au tribunal. Pour un homme qui avait passé 30 ans à accumuler des objets dans de multiples dépendances d'une propriété de l'Iowa, ce processus ne pouvait pas se dérouler en un week-end. Le restaurateur a déposé un plan modifié. Un avis de retard a été déposé lorsque le rapport d'inventaire n'a pas été soumis à temps. L'inventaire a finalement été soustrait à la vue du public par décision de justice, ainsi que le reste des données financières de la succession,
parce que Fritz était un personnage public et que le tribunal a déterminé qu'il était dans son intérêt de protéger ses biens et ses déplacements. Ce qui est resté visible pour le public, c'est le magasin de Savannah. Et ce que le magasin a montré au monde, c'est une collection qui avait perdu son gardien. Au plus fort de l'activité, Frank Fritz Finds occupait un ancien opéra, un grand magasin et un club social dans le centre-ville de Savannah, un bâtiment historique qui couvrait presque tout un pâté de maisons. Fritz avait déclaré à un journaliste dans 2013 qu'il avait choisi Savannah, spécifiquement parce que c'était une communauté de motards avec un trafic piétonnier de motards se dirigeant vers Galena. Le magasin était un espace impressionnant, avec un véritable inventaire et une véritable histoire derrière chaque pièce sur l'étagère. Ce que les photographes et les touristes ont documenté dans 2023, après que l'accident vasculaire cérébral ait ôté à Fritz toute implication dans sa gestion, était tout autre. Et lorsqu'ils ont franchi la porte de ce magasin et vu ce qu'il était devenu, ils n'étaient pas prêts à ce qu'ils ont trouvé, à ce que le magasin est devenu. Les photographies que les journalistes ont obtenues dans 2023, montraient un magasin qui, au cours des années de maladie, était devenu le genre d'endroit que son émission de télévision avait l'habitude de fréquenter. Un mannequin vintage était couvert de toiles d'araignée. Une araignée a été photographiée sur le rebord de la fenêtre. Une vitrine contenant des baguettes de batterie signées du Mickey Otley Band a vu son verre se briser. La marchandise était visible à travers l'ouverture, mais inaccessible à quiconque s'y aventurait. Une caisse presque vide contenait des canettes de soda anciennes et parmi elles, une canette moderne de Coca-Cola qu'un client avait apparemment posée et laissée sur place. La plupart des marchandises étaient recouvertes de poussière. Des pièces de métal et de bois sont posées au hasard, sans description ni étiquette de prix. Le chiffre d'affaires annuel de Frank Fritz Finess est estimé à 25 000 $. La cote de crédit de l'entreprise est de 27, avec un risque moyen. La note de risque de stabilité financière était de 4 sur 5, ce qui indique que le magasin présentait un risque moyennement élevé de graves difficultés financières dans les 12 mois. Les visiteurs qui ont évalué le magasin sur des sites de voyage l'ont décrit avec la déflation spécifique des personnes qui ont parcouru des distances pour voir quelque chose de célèbre et qui ont trouvé quelque chose d'abandonné. Un critique a écrit qu'il ressemblait à un épisode de l'émission Hoarders. Un autre raconte qu'il est entré par le bar de motard qui partageait l'immeuble qu'il est passé devant la cuisine et qu'il a trouvé 2 petites pièces remplies de vieilleries, certaines belles, d'autres moins. Un troisième écrit qu'on ne peut pas négocier les prix, ce qu'il trouve ironique étant donné les prémices de la carrière télévisuelle de cet homme. Le magasin que Fritz avait lancé dans un ancien opéra avec une réelle ambition était devenu en son absence une pièce derrière un bar où la poussière retombait sur des objets que personne ne venait déplacer. L'ami de longue date de Fritz, Jerry Jandro, propriétaire du bar Hot Dogs et de l'immeuble de Savannah où se trouvait le magasin, avait assisté à tout cela de l'autre côté de la pièce. Après la mort de Fritz Jandro, a déclaré publiquement qu'une vente aux enchères était la bonne solution pour la collection. Fritz avait une base de fans et ils allaient se manifester. Dans une salle remplie de gens qui ont regardé American Pickers pendant 11 ans, les articles se vendraient mieux que n'importe où ailleurs sur le marché. Certaines des bicyclettes resteraient dans le magasin, a-t-il dit, exposées sur une étagère au centre du bâtiment, représentant Fritz aux yeux des visiteurs qui venaient encore à Savannah, à la recherche d'un morceau de ce que l'émission avait signifié pour eux. Mais le magasin n'était que la partie publique de ce que Fritz avait accumulé. La vraie collection, celle que le conservateur n'avait pas fini de compter, était toujours enfermée dans l'Iowa et les chiffres qui l'accompagnaient étaient un stupéfiant 40 motos et 6 millions de $. La collection de la ferme de Fritz dans l'Iowa était ancrée dans les rangées de motos qui remplissaient ses dépendances. Et elle a été photographiée alors qu'il était encore en vie et encore capable de faire découvrir aux journalistes ce qu'elle contenait. 2020 et une visite d'un journaliste ont produit des images d'un homme complètement dans son élément se déplaçant entre les rangées, montrant les choses s'arrêtant pour décrire une moto spécifique, comme d'autres s'arrêtent pour décrire un souvenir plutôt qu'un objet. La 1964 Harley Davidson était là. Environ 40 motos étaient là au total dans divers états de restauration et d'exposition, remplissant un espace que Fritz avait organisé autour de la logique de son propre savoir-faire. La collection n'est pas le fruit du hasard, elle a été constituée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il avait et pourquoi il l'avait gardé. La valeur totale de la succession de Fritz, au moment de sa mort,
a été estimé à 6 millions de dollars. Ce chiffre englobe la ferme de l'Iowa, le contenu des dépendances, le magasin Savannah et son inventaire, ainsi que tous les actifs financiers qui existaient parallèlement à la collection physique. Pour un homme dont la ferme coûtait 55 000 dollars et dont le magasin d'antiquités rapportait 25 000 dollars par an, 6 millions est un chiffre qui vit presque entièrement dans la collection elle-même. Les motos, les enseignes anciennes, la collection de jouets, les bidons d'huile, l'Americana. Les objets que Fritz a retirés des granges d'autres personnes pendant 30 ans et qu'il a conservés au lieu de les revendre représentent l'essentiel de ce chiffre. Ce qui se trouve dans le garage de Frank Fritz est au sens financier très littéral l'endroit où se trouve la majeure partie de sa valeur nette et où elle se trouve encore. Alors à qui appartient une collection de 6 millions de dollars lorsque l'homme qui l'a construite n'est plus là? Et pourquoi la réponse s'est-elle transformée en l'une des batailles juridiques les plus âpres, auxquelles sa succession allait devoir faire face, le testament auquel personne ne s'attendait? 8 mois après son accident vasculaire cérébral, alors qu'il était encore en rééducation, et sous une tutelle qu'un juge avait déjà jugée nécessaire parce qu'il n'avait pas la capacité de prendre des décisions juridiques de manière indépendante, Frank Fritz a signé un testament. Son avocat a déposé le document auprès du tribunal en octobre 2023 pour qu'il soit conservé. Le certificat d'approbation est arrivé en octobre 2024, quelques semaines seulement après la mort de Frank Fritz. Le 30 décembre 2024, un avocat représentant un ami de Fritz entre dans l'affaire. Le 3 février 2025, un autre avocat dépose une requête en homologation pour annuler le testament dans son intégralité et demander un procès avec jury. L'affaire est mise sous scellé. Au centre de la contestation se trouve le père de Fritz, Bill Fritz, qui prétend que le testament est frauduleux, que Frank ne l'a jamais signé et qu'aucun testament légitime ne devrait être reconnu. Si Bill obtenait gain de cause, la totalité de la succession de 6 millions de dollars lui reviendrait en vertu de la loi sur les successions ab intestate, car Frank n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. Sa mère l'a précédé dans la mort. Les documents de tutelle notent que Frank n'a aucun parent vivant avec lequel il reste en contact. Les amis de Frank, les personnes qui l'ont accompagné chez le médecin, qui se sont assises avec lui dans l'établissement de rééducation et qui ont veillé à ce que ses factures soient payées lorsque la procédure de tutelle de la banque avançait lentement, insistent sur le fait que le testament est valide et qu'il reflète exactement ce que Frank voulait. La question juridique à laquelle le tribunal doit répondre est de savoir si Frank avait une capacité mentale suffisante lorsqu'il a signé le document, étant donné qu'un juge avait déjà statué 2 ans auparavant qu'il n'avait pas la capacité de prendre des décisions en son nom propre. La collection se trouve quelque part à l'intérieur de cette question. L'affaire scellée n'a pas reçu de résolution publique au mois de mars 2026, les 6 millions de dollars attendent. Les dépendances se trouvent sur 0,79 acres de terre de l'Iowa et personne n'a fini de compter ce qu'elles contiennent, ce qui signifie que pour comprendre pourquoi tout cela s'est déroulé comme il l'a fait, vous devez comprendre la seule amitié qui a tenu pendant tout ce temps et le secret que Mike Wolf a gardé pendant 3 ans pour protéger son ami. Ce que Wolf a révélé après la mort de son ami n'était pas l'histoire que le public avait racontée pendant 3 ans. L'histoire publique était une querelle de 2 hommes qui avaient construit quelque chose ensemble, puis l'avaient laissé s'effondrer sous le poids de l'ego et de la jalousie professionnelle. Fritz avait donné des interviews à partir de 2021 qui décrivaient exactement cette version des événements. Il a dit que l'émission penchait en faveur de Wolf 1000%. Il a dit qu'il ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Il a suggéré que Wolf le remplaçait par son jeune frère. Les fans ont pris parti. Certains ont demandé que Fritz soit ramené. D'autres ont accepté l'explication officielle des services de santé et sont passés à autre chose. Après la mort de Fritz, Wolf a déclaré au magazine People qu'il avait dissimulé la véritable raison depuis le début, non pas parce que cela lui donnait une meilleure image, mais parce qu'il ne voulait pas juger un homme dont il savait qu'il se battait contre quelque chose qui n'était pas de sa faute. Pendant la pandémie, Fritz s'était blessé au dos et avait subi une intervention chirurgicale. La combinaison de la douleur physique de la prescription d'opioïdes, qui a suivi l'opération de l'isolement des mois de pandémie, et d'une relation amoureuse qui s'effondrait simultanément, avait créé les conditions dans lesquelles la dépendance s'installe le plus rapidement et le plus difficilement. Wolf avait organisé une intervention auprès des personnes qui aimaient Fritz. Elle n'avait pas tenu. Lorsque la production a repris et que la chaîne a exigé des tests de dépistage de drogues négatifs, Fritz n'a pas pu les fournir. La chaîne a pris la décision.
Wolf a absorbé le récit de la querelle publiquement plutôt que d'exposer un homme qu'il connaissait depuis plus de 40 ans à une conversation qu'il n'était pas capable d'avoir pour lui-même. Ce que cela a coûté à Wolf, c'est d'être pendant 3 ans le méchant d'une histoire qu'il savait mauvaise. Ce que cela a coûté à Fritz, c'est l'émission, puis l'accident vasculaire cérébral, puis la chambre d'hospice dans l'Iowa, où Wolf s'est assis à la fin et lui a dit qu'il ne lui en voulait pas et qu'il l'aimait. C'est le genre d'amitié qui n'a pas besoin des caméras pour signifier quelque chose. Cela signifiait quelque chose sans eux. Maintenant que tout a enfin été découvert, quelle partie de la collection de Frank Fritz vous a le plus surpris? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.